Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, réunir et soutenir les métiers d'art. Rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site The Craft Project. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, j'interroge Sylvie Adigard. Sylvie Adigard est une passeuse. Depuis 20 ans, elle rencontre et raconte les artisans et les artisanes d'art pour sa chronique de Télématin. Elle visite les ateliers et les chantiers avec une curiosité et une joie de vivre aussi caractéristiques que ses grandes lunettes rondes. Sylvie Adigard a ouvert une voie de curiosité, de bienveillance et d'exigence qui permet au grand public de découvrir les savoir-faire mais aussi la culture et les valeurs des métiers d'art. Si les métiers d'art sont une famille, Sylvie Adigard est une grande sœur. Bonjour Sylvie Adigard. Bonjour. Comment a commencé votre vie? Alors je sais que comme moi, vous êtes ni artisane ni créatrice, mais en revanche, vous êtes une bienveillante. Et votre bienveillance pour les métiers d'art, elle vient d'où? Ça me touche. La bienveillance, c'est vrai que c'est un peu mon phare. Et pour les métiers d'art, elle me vient de l'observation, on va dire, alors pour parler, c'est pas un gros mot, de ce secteur globalement. D'abord avec Télématin évidemment sur France 2 et William Lémergie à qui je propose il y a une vingtaine d'années de parler de design et donc de designer et puis de fil en aiguille on ouvre les chakras, on voit avec qui les designers travaillent ou pas ou même collaborent avec chacun ses champs de création et là du coup arrivent les artisans, les artisanes d'art, voilà. Et mon regard forcément qu'il est bienveillant parce que je trouve que ce sont des parcours de vie souvent dingues. Mais justement, même déjà, le design, pourquoi en tant que journaliste, vous vous êtes orientée vers cette discipline, vers cette culture-là? C'est un peu venu à moi. On vous a proposé ce sujet au départ? Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Je suis beaucoup dans l'intuition et je suis beaucoup dans le ressenti. Et moi, ce qui compte, c'est la rencontre. Je suis un relais. Je suis pas créatrice, vous le disiez, je suis pas artisane, moi je fais rien de mes mains. Je sais écouter et retranscrire des histoires de vie, des histoires de création. Et donc, c'était une époque où je voyais poindre ça. L'intuition, oui, c'est ça. Le ressenti de me dire, tiens, on n'en parle pas à la télévision. Donc, il faudrait quand même remédier à ça. Et encore une fois, mon patron de l'époque, William Lémergie, m'a fait confiance, m'a dit « Bon, ok, vas-y, banco ». Et on a parlé du design. En fait, vous avez eu l'intuition, c'est ça, professionnelle, que ça allait être un sujet qui allait intéresser le public. Oui. Et ça a été le cas? Oui. Tout de suite? Oui. Oui, parce que tous ces secteurs qui sont liés, je dirais, à l'art de vivre et aux arts décoratifs, c'est dans l'ADN français. C'est un je ne sais quoi, on ne peut pas comprendre, qu'on peut pas expliquer du moins, mais qui se ressent. L'esprit français, c'est ça, cette fameuse French touch, c'est ce petit truc qu'on comprend pas, mais c'est le talent d'un designer, le talent d'un architecte, le talent d'un artisan d'art, tout ça réuni qui ont marqué notre histoire décorative. En fait, à cette époque-là, on en parlait dans la presse écrite, on n'en parlait pas à la télé. Enfin, si, il y avait quelques émissions, j'exagère, mais je veux dire, du moins, on s'exprimait pas comme ça auprès du grand public. On le rendait pas accessible auprès du grand public parce que longtemps, le design a été un gros mot. C'était peut-être élitiste, c'était peut-être pas abordable, voilà. Et j'avais en tête par peut-être la bienveillance ou le regard sans jugement, que je veux avoir et qui me caractérise, voilà, j'ai fait ça, j'ai parlé d'eux.
Et alors justement, vous avez éduqué votre goût, votre œil, vous vous êtes fait une culture du design, parce que c'est quand même un monde qui nécessite une certaine culture pour le comprendre. Comment vous vous êtes éduqué à ce monde-là ? Alors, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que c'est aussi un monde qui se ressent. Parce que le design, on est assis sur un fauteuil, sur une chaise, on mange à table, on a une fourchette, une cuillère, tout ça est sous l'œil d'un designer. Le design est un objet qui, à la base, a un usage. Donc en fait, après c'est l'esthétisme. On rajoute de l'esthétisme et après l'éducation, elle vient dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire que les différentes époques, les grands designers, souvent liés à de grands architectes, enfin voilà, c'est cette connaissance-là. Le reste, c'est la vie. C'est vrai, en plus moi je vous dis ça, et ça a commencé cette interview par s'asseoir dans un canapé des frères Bouroulec, dans lequel en s'asseyant on s'est dit mais c'est incroyable. Oui. Et c'est vrai que c'est exactement ce que vous dites, ça se ressent. Oui, ça se ressent. Ronan et Erwan, ils travaillent longuement sur leurs pièces. Et c'est pas une pièce d'art, vous êtes assis dessus. Et on est confortablement assis. C'est-à-dire que la pliure de vos genoux, elle est au bon endroit. Vous n'êtes pas affalé. Vous pouvez vous mettre en même temps au fond du canapé. Le tissu, il a été travaillé avec l'éditeur, c'est Sina. Donc en fait, c'est un travail en plus collaboratif. C'est un travail dans le design. Il faut pas perdre de vue l'usage. Ouais, bien sûr. D'après moi. Oui, pas aller trop dans le concept. On a beaucoup parlé des designers il y a 20 ans, vous êtes une des premières à l'avoir fait à la télé. Et à quel moment il y a eu ce switch, ce basculement, où on a commencé aussi à ouvrir la porte aux artisans d'art ? Vous sauriez le situer ? On va dire 8 ans, 9 ans. Il y a 8 ans. Ouais, à peu près. Je dirais que l'artisanat d'art, d'après moi, a souffert à un moment donné d'une image peut-être poussiéreuse. C'est sans jugement, enfin... Je pense que les choses ont changé parce que sont arrivées sur cette scène artistique, créative, de savoir-faire, une jeune génération qui a bousculé les codes et qui avait envie de montrer que c'était pas poussiéreux. Et moi, forte de l'observation, ce que je vous disais, à travers mes rencontres avec le design, puis l'architecture, je me suis dit... Mais bon sang, enfin de toute façon, j'ai toujours respecté énormément les savoir-faire. J'ai toujours respecté le temps de la création et le temps de la fabrication. C'est incompressible. Enfin, c'est souvent, c'est hallucinant d'ailleurs ce que les gens arrivent à faire avec leurs mains. Je suis incapable de faire ça, donc en fait, ça me parle encore plus. Et j'ai beaucoup donc de respect. Le moment où finalement, je pense que j'en ai parlé, c'est le moment où sont arrivées ces générations qui bousculaient les codes en fait, qui maîtrisaient parfaitement le savoir-faire, parce que ça c'est une obligation. Bien sûr, un prérequis. Mais après, disaient, moi aussi je crée. Moi aussi j'ai envie. Moi aussi je suis dans le monde d'aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai un savoir-faire qui a plus de 200 ans, 300 ans, 500 ans, que je sais pas être dans le monde d'aujourd'hui et me l'approprier et le transformer. Et en fait, c'est ça. Ces histoires-là, il y avait des histoires humaines avant qui m'intéressaient, mais là, elles étaient doublées de l'époque. Ouais. En fait, je crois que ce qui relie aussi les gens dont je parle, c'est qu'ils sont dans l'époque, avec l'histoire des arts décoratifs, ce que je vous racontais. Mais voilà, ils représentent l'époque. Et d'ailleurs, j'adore parler et mettre en avant des jeunes qui ont avalé tout ce qu'il y a eu avant. Enfin, là, on est quand même aussi dans un pays de transmission. On est les seuls au monde, enfin avec le Japon, la transmission pour eux c'est autre chose, mais je veux dire avoir le titre de maître d'art, où on transmet, où il y a une obligation de transmission. Dans les écoles on transmet, on a de l'apprentissage. Donc voilà, c'est arrivé au moment où certains qui avaient appris reprenaient les choses en main en disant on est dans une autre époque, on a aussi d'autres envies. Et vous les avez vus et vous les avez entendus, et c'est là où on retrouve la bienveillance, parce que vous avez laissé la place à ça et vous avez accueilli dans Télématin des parcours qui n'étaient pas mis en avant jusqu'à maintenant. Oui. Non, mais c'est important de le dire, parce que vous avez été aussi déterminante dans la lumière qui a pu être mise sur des parcours. La starification, c'est un très grand mot parce qu'on est encore à des toutes petites échelles, mais la mise en lumière de certains parcours d'artisans d'art, où on peut comparer ça à la mise en lumière de certains grands designers, et ça commence. Mais vous avez cette démarche-là. Ce que je veux dire, c'est que vous avez le même regard
que ce soit sur un designer internationalement reconnu ou sur un artisan d'art qui est en train, en effet, d'exploser tout son savoir-faire, comme vous venez de faire un sujet sur Steven Leprisé. Et je trouve que c'est ça qui est très touchant quand on vous suit et quand on regarde vos sujets. C'est que, voilà, vous êtes très équilibré dans le traitement des choses. Oui, enfin, je sais pas trop. Sur le passage. Non, mais bon, du coup, je suis rouge écarlate, mais ce que je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. L'humain, quel que soit le parcours, la reconnaissance, le début de parcours ou un parcours plus affirmé, ce qui compte finalement, c'est de sentir le talent poindre, ou le talent être là, ou le talent être reconnu, parce que c'est aussi ça qu'on met en lumière. Pour que ça marche, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Évidemment. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est ça, mais c'est le merveilleux travail d'une journaliste. C'est d'être témoin de son temps, de son époque et de révéler des choses qu'on ne peut pas forcément voir. Alors justement, il y a 10 ans, est-ce que vous vous souvenez des premiers noms, des premiers parcours, des premiers ateliers qui vous ont touché? Oula. Ça a commencé par qui? Par quel biais? C'était par un designer peut-être? Non, en fait, c'était plutôt... Tu vois, j'ai commencé à parler d'ateliers d'art de France ou des choses comme... Voilà. Et après, Steven, j'en ai parlé il y a 10 ans aussi. Ah oui. Tu vois, j'en ai parlé aujourd'hui. Il est trop mignon il y a 10 ans. J'en ai parlé il y a 10 ans. Mais... Et la semaine dernière. Oui. Steven, il y a 10 ans, il avait 24 ans, il était jeune diplômé de l'école Boulle, il prototypait chez Ludovic Avenel. Ludovic Avenel. Voilà. Il y a 10 ans, c'était lui. Oui, j'ai parlé de Ludovic. Après, j'ai beaucoup suivi, c'est-à-dire que je suis rentrée par la petite porte, qui est une grande porte, mais en captant les choses à travers Ateliers d'Art de France, à travers l'Institut national des métiers d'art, à travers la Fondation Bettencourt-Schweller, enfin, qui sont des capteurs, finalement, de l'excellence. Bien sûr. Parce que montrer des gens aussi, il faut montrer une excellence. Après, c'est pas moi qui juge. Du coup, je cherche aussi les prix qu'il y a pu avoir, ou les reconnaissances, ou les parcours qu'on me raconte. Puis après, non, il y a des jeunes que je croise et où je me dis, c'est dingue, il se passe quelque chose. Là, je suis un peu en dehors du sujet, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Parce que, en fait, je me mets à l'inverse de vous et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Ça doit être... C'est ça. Vous êtes souvent fait interviewer? Non. C'est ça, parce que vous, c'est le métier, vous faites ça depuis 20 ans tous les jours. Et moi, je suis pas vraiment journaliste, donc vous, à ma place, vous auriez réorienté, réaiguillé 10 fois. Non, je trouve ça parfait parce que moi, j'écoute comme ça. Je pourrais vous écouter des heures. C'est génial, le podcast, c'est qu'on peut parler vraiment longtemps des sujets et se balader d'une question à une autre. Mais quand même, je vais continuer à ma petite idée, c'est de voir les premiers ateliers qui vous ont touché. Est-ce qu'il y a des matières qui vous parlent particulièrement? Est-ce qu'il y a des savoir-faire qui vous ont particulièrement surpris quand vous les avez découverts? J'adore la terre. Ouais, j'adore la céramique. Je suis vraiment fan de céramique. Il y a une magie. Après, j'aime toutes les matières. Mais c'est marrant parce que j'aime pas, je l'ai enlevé de ma tête. Ouais. C'est pas la question. C'est pas la question. On s'en fiche. Sincèrement, c'est pas la question. Après, c'est une question personnelle, mais voire même, je l'ai aussi enlevé de ma tête. Ouais. C'est-à-dire que je vais être frappée d'abord par la personne, puis par l'objet. Puis après, l'histoire du savoir-faire. Par exemple, j'aime beaucoup la Maison Roger, reprise par François, le fils, qui fait des céramiques, mais très 50. Là aussi, il y a une histoire. L'artisanat d'art, aujourd'hui, il a un spectre large. Bien sûr. Et il y a des typologies, sans mettre des étiquettes, parce que au secours, on est dans un pays d'étiquettes, enlevons les étiquettes. Il faut laisser vivre la création et le savoir-faire, enfin, peu importe finalement dans quelle case on est. Mais ce qui compte, c'est comment on maîtrise le geste, l'histoire et le parcours qu'on a. Soit on reprend la société de son père, on continue et le geste, on l'apprend avec son papa ou quoi. Soit on intègre un atelier, soit on crée de ses propres mains. Tous ces parcours-là, j'ai commencé à les voir, effectivement, il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est différent. Je trouve que les jeunes qui arrivent, ils sont structurés dans leur tête. C'était pas le cas il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'ils sont mieux équipés? Ceux d'aujourd'hui, ils sont mieux câblés, d'une certaine manière? Ils sont structurés. Plus structurés qu'avant. Ils sont 2.0, quoi. Ah ouais. c'est les outils digitaux qui les structurent, vous pensez? Je pense. Oui. Et autour... il y a eu une organisation de tout ça.
j'ai beaucoup suivi les prix Avenir Métiers d'Art de l'Institut National des Métiers d'Art. Ouais. J'ai été énormément touchée par les histoires racontées par ces mômes, ces parcours de vie et la maturité. Quand ils rentrent dans l'apprentissage de ces savoir-faire, ils ont une maturité qui me touche. C'est vrai. C'est vrai, hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais souvent, quand le créateur, l'artisan d'art, la créatrice, donc, a une approche en général hypersensible. Donc ça en fait des gens passionnants et à fleur de peau, la base du fleur de peau, c'est-à-dire qui ont un ressenti, qui sont dans le sentiment. Et en fait, ça fait des gens... les raconter, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Outre le geste, à la télé, on le montre, le geste, et le geste passionne. Mais je vois bien, moi, dans les interactions que je peux avoir avec les téléspectateurs, ils disent « Waouh, le parcours, waouh, le travail que c'est, waouh !» Que je leur montre des portraits de jeunes ou de moins jeunes. Voilà. Mais c'est intéressant et c'est ce que vous dites, c'est qu'en fait, à travers ces parcours d'artisans d'art, on touche le grand public parce que ça va venir toucher chez quelqu'un qui n'est pas forcément connaisseur ou spécialiste de ce savoir-faire-là, toute une vision d'un parcours de vie, d'un destin, la façon dont on peut se découvrir soi-même très jeune. C'est vrai qu'un artisan d'art, souvent, il a choisi sa voie en 3e. Déjà ça, c'est très impressionnant. Et puis, c'est dédié à une voie pendant toute sa vie. Et je pense, là, c'est moi qui parle, mais je voudrais vous faire dire ça. Mais qu'est-ce qui fascine autant les gens et le grand public dans les métiers d'art dans notre secteur? Il y a une sorte de magie. Il y a une sorte aussi de... Comment dire? Comme on voit l'exigence, il y a une sorte d'admiration. Et il y a encore ce peu, je ne sais quoi de notre histoire française, des arts décoratifs. On s'identifie en fait. On s'identifie. Je crois qu'on a été élevé avec l'amour des belles choses, chacun avec ses goûts, hein, c'est vrai. mais ou au moins l'amour de la chose fabriquée correctement, bien faite. Voilà. C'est encore là, ça. Ben, j'espère. J'ai l'impression, moi. Moi aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Après, bon, je pense que nous, on est beaucoup là-dedans, mais. C'est une question, c'est un enjeu en tout cas pour l'avenir. Ben oui, et moi je pense que c'est même un enjeu d'éducation. Ça pourrait s'apprendre à l'école, hein, de comment on fabrique un meuble d'ébéniste, comment on travaille quand on est dinandier ou quand tous ces métiers-là, comment on façonne la terre, et que ce sont pas des métiers vers lesquels on va par dépit, mais vers lesquels on va par envie. Moi, en fait, pourquoi, je crois, là en parlant avec vous, je me dis que j'ai eu aussi envie de parler de ces métiers-là parce qu'il fallait les valoriser dans la tête du grand public. C'est-à-dire que et encore maintenant, je pense, quand vous disiez, tiens, mon fils va faire un CAP tapissier. Oui, voilà. Et ben, dans un dîner, dans certains milieux, on penche la tête. C'est genre, c'est formidable. Mais vous entendez derrière, et encore, il va galérer. Mais c'est ça. Vous voyez, et en fait, moi, j'ai envie de dire, crotte, non. Enfin, et c'est ça que j'ai voulu valoriser, je pense. Et la bienveillance, quelque part, elle est là. Elle est presque une bienveillance citoyenne aussi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça aussi que je fais ma carrière dans le service public et que ça m'intéresse. Parce que on a cette mission-là, nous. De dire, eh ben, oui, on peut choisir ces métiers-là. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est dur. Oui, on en bave et tout. L'effort est là. Mais mince, c'est des passions. C'est des choses, on admire après. Moi, j'admire. Je suis admirative. Il n'y a pas beaucoup de métiers, hein. Ouais, c'est vrai. Qui suscitent un tel intérêt, un tel engouement. Et c'est des vies riches. Oui. C'est beau d'avoir une vie riche. Oui. Même si c'est un peu dur de gagner sa vie. Voilà, c'est des vies riches. Faut pas se mentir aussi. Ce sont des parcours qui sont compliqués, hein. Je pense financièrement et tout. Mais ça, vous le voyez bien. Bah bien sûr. Et on n'est pas dans le monde de oui, hein. Voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Parfois, je le vois, moi, le temps du sacrifice, ou les hauts et les bas, ou les commandes qui, à un moment, viennent plus. Là, avec ce qu'on vient de traverser, la crise sanitaire, avec un artisanat français, paradoxalement, qui s'arrache à l'étranger. J'ai envie de dire, et en France alors ? Remettons ça là. Donc, ça veut dire, montrons-le. Et montrons qu'il vaut mieux acheter un objet qui a été fait longuement,
qui est là, qui est peut-être un petit peu plus cher parce qu'il y a eu du temps, parce que la matière première, parce que plein de choses, plutôt que 4 objets qui vont pas tenir sur la durée, qu'on va pas pouvoir transmettre. Exactement. Et qui vont être impactants écologiquement. Voilà. Donc, notre mission aussi, la mission journaliste, enfin, la mission, attention, je suis pas Superwoman, ni Wonder Woman. Si, Sylvie. Non, mais humblement, c'est de dire, mesdames, messieurs, si votre enfant veut aller dans cette voie-là, poussez-le. 2, choisissez plutôt ces objets-là que d'autres. Et 3, comment on peut faire pour aider ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Voilà. Comment on peut mettre des petites graines dans la tête de ceux qui gouvernent aussi, enfin, ou de ceux qui décident, ou d'un maire, d'un conseil régional, de choses comme ça. Enfin, voilà. Et pas toute seule, hein. Ah, mais nous, on boit vos paroles, là. Vous venez de décrire tout la raison d'être du Craft Project. Mais oui. Exactement ça. Oui, voilà. Mais c'est merveilleux. Sauf que vous le faites depuis bien longtemps et vous avez ouvert une voie sur laquelle nous, on peut maintenant marcher, mais parce que vous l'avez ouverte. Oui, enfin, je sais pas, mais bon. Vous faites partie de ceux qui l'ont ouverte. Oui, là, c'est gentil. Ça me touche et ça me fait du bien. Parce que, oui, j'ai de l'ego. Bah oui, mais c'est bien l'ego. Non, mais oui, mais je rigole. Mais, c'est bien, vous, de donner le moyen de s'exprimer autour de ça aussi longuement. Parce que moi, ça reste des 2 minutes 30. C'est vrai. Et c'est une frustration par moment. Combien de fois je me dis, mais quand est-ce qu'on va faire une émission ? Mais oui, alors, quand est-ce que vous allez faire une émission ? Il faudrait en parler. À qui ? Bah, je sais pas. Mais vous savez qu'on a une fée Clochette à la fin du podcast. Hein. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Ah bah, je vais lui demander alors. Bah allez, venez, on lui demande maintenant. Alors c'est quoi votre idée ? Elle serait comment l'émission sur les métiers d'art ? Est-ce que ce serait une émission sur les métiers d'art ? J'ai envie, et ça fait longtemps, d'avoir une émission en parlant en transversal, aussi bien des métiers d'art que du design, que de l'architecture, des ponts entre chacun, un peu de ces arts décoratifs à la française, des témoignages de gens aussi, parce que le public est capable de se réapproprier certaines choses et de le montrer, de le transformer. Tous ces petits saupoudrages que je fais depuis des années, j'aimerais les faire dans une émission complète. Bah, en fait, ma chronique, mais on peut un peu plus long. Ça. Voilà, la fée Clochette, si elle pouvait faire ça en un peu plus long. À qui faut demander ? Au président de quoi ? Au directeur des programmes, par exemple. Au directeur des programmes. Eh ben, faites attention, parce que la fée Clochette, elle ose poser les questions. Hein. Ah, bah très bien. Bah voilà. Ce serait merveilleux. Bah, ça serait formidable. Tout en valorisant en plus les territoires. Parce que cette création-là n'est pas que parisienne. Bien sûr. À l'inverse, elle n'est pas que sur les territoires, elle est aussi sur un terrain de jeu international. Donc, c'est ça. Il faut dézoomer et être ouvert à toutes les perspectives. Aussi bien le territoire, la diagonale du vide, elle existe. Il y a des artisans d'art qui ont, grâce à une installation sur un territoire, ont pu remonter ce territoire. Ouais. Ça se raconte. Ouais, bien sûr. Et ça se raconte dans une émission. Voilà. Tout à fait. Ça prend le temps d'avoir tous les acteurs d'un écosystème. Oui. Voir comment un maillage économique va se mettre en place autour de la vie d'atelier ou de petites manufactures. Oui. C'est vrai. Et j'ai hâte de la regarder, moi, cette émission. D'y participer, pourquoi pas. Pourquoi pas de vous donner des histoires à raconter. Ben oui. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est au-delà de l'esthétisme. Moi, j'ai toujours placé ça au-delà de l'esthétisme. Beau, pas beau, ça me regarde pas. Ce qui est beau, c'est l'histoire derrière. Ce qui est beau, c'est le parcours. Ce qui est beau, c'est la fabrication, le geste. Voilà. Et souvent, c'est beau. Oui, c'est vrai. Et ce que vous dites aussi, c'est que j'aime bien cette idée de dézoomer et de parler aussi de la mission sociale. C'est ça. Des métiers d'art et des valeurs portées par les métiers d'art qui ont quelque chose vraiment à porter au monde. Parce qu'on en parle beaucoup du monde de demain, mais c'est vrai que là, c'est notre obsession à tous. En écologie, en éco-conception, ce que je disais, la diagonale du vide, ce fameux remplir le territoire de manière positive, d'éducation, de valeurs, transmettre et apprendre, ça implique l'écoute, ça implique plein de choses. Ça structure certains jeunes qui, à des moments donnés de leur vie, peuvent être perdus. C'est pas seulement un geste et un objet au final, non, c'est vraiment tellement de choses qui découlent de tout ça. C'est cette histoire-là, moi, que j'aime raconter et qui est passionnante. Et moi, qui me remplit, qui me nourrit et qui m'émeut. Plein de fois, je suis tellement émue.
Et tellement contente et tellement quand j'ai des nouvelles après, quand je vois qu'il y a des chantiers, quand je vois que il se passe des choses ou quand ça va mal, je me dis comment je peux aider. Voilà, je me sens c'est mes petits aussi. Ouais. Vous avez été prise aux tripes dans la famille des métiers d'art. Ouais, complètement. Ouais. Je crois que je vois ce que vous ressentez. Ben oui, c'est quelque chose qui nourrit l'humain, enfin moi personnellement, mais après je pense c'est au-delà de ça, c'est utile. Ouais. Comme je dis souvent, ce dont je parle peut être considéré, je parle pas des métiers d'art, mais globalement si on parle d'un objet futile, moi je dis toujours non, c'est très utile. L'usage dans le design, le bâti avoir un toit dans l'architecture, et puis le sens de l'objet dans les métiers d'art, du parcours. De l'objet fabriqué, de ce que c'est, et puis du parcours de vie. Qui est derrière. Je suis contente qu'on puisse pas me voir acquiescer à tout ce que vous dites. J'ai l'impression d'être une petite poupée japonaise. Ah, ça, c'est une de mes particularités quand je suis en interview. Tu vois, je me dis, mais arrête. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est avec vous, là, soit j'acquiesce, soit je rigole. Bon, c'est un bon interview, alors. Oui, c'est ça. Bah oui, exactement. Très bien, merci beaucoup, Sylvie Adigard. Merci à vous, Raphaël. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram sur le compte the.craft.project. C'était un excellent moment, c'était marrant d'être de l'autre côté. Oui, c'est ça, ouais. Ça doit vous faire drôle. Ça me fait très bizarre, oui. Mais on n'a pas parlé de ça, mais c'est bien, de toute façon, j'enregistre après, et ce qu'on dit après est parfois encore mieux que ce qu'on a dit avant. Vous aviez toujours voulu être journaliste ? Oui. À 12 ans, ma famille raconte à l'envi que j'avais toujours un micro, un truc, je les embêtais, j'étais tout le temps en train de leur poser des questions. C'est vrai ? Oui. Ah non, oui, je sais que je voulais faire ça. C'est la vocation. Oui, c'est un autre type de vocation, mais voilà, c'est une vocation, oui. Et vos parents vous ont encouragé dans cette voie-là ? Oui, toujours. Ça leur a pas fait peur parce que c'est un métier qui peut être difficile. Oui, ce qui leur a fait peur, c'était finalement de se dire, on connaît personne, enfin, ce qui arrive dans plein de métiers et de choix de métiers. Mes parents sont plus là, mais je sais j'ai leur petite voix qui dit que j'avais fait le bon choix, quoi. Ouais. De toute façon, il suffit de vous regarder. Je crois que pour voir quelqu'un habiter son métier dans la joie, dans le sentiment d'excellence, Enfin voilà, je crois que là, vous êtes au bon endroit. Ah, complètement. J'aurais pas pu faire autre chose, en fait. Donc ça, c'est tellement bien pour se lever le matin, parce qu'il faut pas oublier que c'est une émission du matin en direct. Mais c'est vrai, et qu'il faut se lever très, très tôt. À quelle heure ? Ça dépend à l'heure à laquelle on passe, mais je me lève entre 4h et 6h moins le quart. Ça dépend à quelle heure il faut arriver sur le plateau. Mais bon, voilà, une fois que le réveil a sonné, après, c'est bon, je suis réveillée. Il faut avoir le jus, il faut avoir le feu. Oui, parce qu'en fait, c'est passionnant. C'est tellement chouette de mettre la lumière sur des gens formidables. C'est ça qui est intéressant. Ma mission, c'est des petites graines ou des petits ruisseaux qui font que, par le positif, on va arriver à quelque chose, sûrement. Enfin, j'espère. Je l'ouvrirai si je sens que l'État abandonne trop, en fait. Ouais, les métiers d'art, avec ce qui se passe là, avec l'INMA, qui n'a pas de financement. Voilà. Mais moi, j'arrive aussi de manière positive à passer ces petits trucs. Ouais. À la fin, en disant, allez, il faut... Oui, on a besoin. On en a besoin. Donc, après, c'est entendu, c'est pas entendu, on s'en fout. Mais c'est des petites choses qui rentrent aussi dans la tête des gens. C'est les petites graines dont vous parlez. Voilà. Télématin, c'est un peu la preuve que la gentillesse peut payer. Peut intéresser les gens qui regardent. Parce qu'ils se disent, c'est ça, dans les retours, les gens, c'est ce qu'ils disent. C'est chouette, c'est beau, c'est bienveillant, ça raconte des histoires, ça fait du bien.